Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette deuxième journée d'ATHS. La session sur le cannabis va débuter. Une petite annonce juste avant, puisque vous le savez sans doute, mais il y a un petit fascicule écrit par Nicolas Authier qui est sorti la semaine dernière en librairie, que vous pouvez commander, mais que vous pouvez avoir en primeur ici. À la fin de la session, on vous laisse un petit carton et vous pourrez vous servir le petit fascicule écrit par Nicolas Authier. Donc n'hésitez pas à la fin de la session de venir vous servir dans le carton. Donc après la session extraordinaire du professeur Piazza hier, vous avez maintenant le cannabis médical par Nicolas Authier. Et je vais céder la parole à Amine qui va animer donc cette session. Merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à prendre un fascicule avant de partir. Merci à Al-Qaïd, merci à THS de nous l'offrir, il faut le reconnaître. Et merci à tous ceux qui ce matin se sont levés très tôt malgré le vent de la nuit. Écoutez, on a eu, je pense, une matinée cannabis et même je crois qu'il y a un prolongement dans l'après-midi. Je suis très heureux, très content de ne rien faire et de passer la parole. Et donc du coup, je remercie les orateurs de me mettre en valeur. Et nous avons deux orateurs de grande qualité, en commençant par Nathalie Richard, qui, comme tout le monde le sait et tout le monde la connaît, était à l'ANSM, mais elle a précisé de manière absolument chirurgicale sa fonction. Elle est directrice du projet médical Cannabis Médical. Ou c'est le contraire? D'accord, tu l'expliqueras. Merci beaucoup. Donc, ils vont se partager la parole. Et puis, par la suite, Nicolas Authier donc, prendra la suite. Nous avons l'obligation de faire tout ça en 45 minutes, questions comprises. Donc, voilà, la pression, elle est à la fois sur eux, sur vous et beaucoup sur moi. Top départ, Nathalie, à toi. Merci beaucoup. Donc c'est parti, je vais démarrer très très vite. Je vais effectivement vous exposer où on en est de l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, avec quelques chiffres aussi. Mais en fait, avant, je souhaitais faire préciser les choses concernant la définition d'une expérimentation. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout sur le cannabis. On est sur la définition même de l'expérimentation, parce que souvent, en fait, on nous dit, mais alors, cet essai clinique sur le cannabis, comment ça se fait que vous le faites que maintenant, etc. Voilà, donc on n'est pas, avec le cannabis médical en France, on n'est pas sur un essai clinique sur le cannabis médical, je le repréciserai après. On n'est pas sur une évaluation de l'efficacité du cannabis, on n'est pas sur l'évaluation du bénéfice-risque du cannabis, on est sur une expérimentation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation ? C'est une méthode qui permet au pouvoir public de tester des solutions sur le terrain devant un temps limité afin d'en mesurer les effets et de favoriser une prise de décision. En fait, alors tout ce que je vais vous dire là pendant 4 diapos, en fait, c'est extrait d'un rapport du Conseil d'État de 2019 sur les expérimentations, et donc qui définit bien en fait à la fois ce que la France a mis en place en termes d'expérimentation, et puis quelles sont les conditions d'une expérimentation. Donc c'est une action publique qui est fondée sur la preuve. Elle teste l'efficacité et la pertinence d'une politique publique par une approche scientifique rigoureuse et sur la base de résultats objectifs. Elle trouve des solutions innovantes, elle stimule l'innovation publique et elle participe au renouveau démocratique, c'est-à-dire qu'elle associe les citoyens à l'élaboration des politiques publiques et renforce la légitimité de l'action publique. Et donc ce n'est pas un essai clinique. Alors, un point important également, c'est que l'expérimentation, elle est inscrite dans la Constitution française. Elle a été modifiée en 2003, mais en fait, on a un article, l'article 72, qui autorise les collectivités territoriales à déroger à une loi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aussi dans le cadre de l'expérimentation. On a dérogé à la loi sur le cannabis, dans la mesure où actuellement en France, tout sur le cannabis est interdit. Et donc, l'article 37-1, qui est plus récent, permet la mise en œuvre de l'expérimentation dans des champs très divers de l'action publique. Alors, selon le rapport du Conseil d'État, jusqu'en 2019, on avait donc 269 expérimentations qui ont été menées, dont 163 qui sont encore en cours. Et en fait, les expérimentations, elles sont utilisées dans les politiques sociales, et dont 35 justement dans la santé. Et les salles de consommation à moindre risque, justement, sont une expérimentation. Alors, ça n'a peut-être pas été affiché comme ça, mais ça fait bien partie d'une expérimentation. Effectivement, on a dérogé aussi à la loi à un moment donné.
Également la vaccination par les pharmaciens contre la grippe, hein, c'est une expérimentation. Au départ, ça a été mis en place uniquement dans certaines régions. Voilà, on a également donc, des expérimentations dans le domaine de la justice, de l'éducation nationale. Voilà. Là, en fait, c'est la dernière diapo sur l'expérimentation. En fait, il y a des principes méthodologiques qui définissent, en fait, qui sont essentiels pour définir une expérimentation. Et donc, une expérimentation doit suivre ces différents principes. Et on va voir d'ailleurs que pour la mise en place de l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, on a suivi ces principes et on suit ces principes. Donc, il faut bien sûr envisager l'expérimentation, la décider, identifier les objectifs. Ensuite, concevoir l'expérimentation. Alors là, c'est important. Il faut déterminer les moyens, identifier les parties prenantes, les associer à la conception de l'expérimentation, choisir le périmètre de l'échantillon et fixer la durée de l'expérimentation et ses modalités d'évaluation. Ça également, c'est très important. Fixer les modalités d'évaluation de l'expérimentation. Il faut piloter l'expérimentation, c'est-à-dire associer les parties prenantes d'une façon constante et communiquer également sur justement le déroulé d'expérimentation. C'est également ce qu'on fait actuellement sur l'expérimentation cannabis. Il faut évaluer les résultats et donc il faut déterminer qui évaluera les résultats. Selon quel calendrier, quelle méthode. Donc là, actuellement, c'est ce que l'ANSM avec les pouvoirs publics et notamment le ministère de la Santé prépare concernant l'évaluation de l'expérimentation. Et bien sûr, il faut décider des suites de l'expérimentation à la lumière des résultats. Et là, à ce moment-là, on doit décider de la généralisation, du prolongement. Voilà, je ne dirai pas le dernier mot. Alors, qu'en est-il de l'expérimentation de l'usage médical du cannabis? Donc là, on rentre dans le vif du sujet de l'expérimentation française. Donc, à la base, en fait, l'ANSM a initié les travaux sur le cannabis à usage, alors à l'époque, on disait thérapeutique, à usage médical en septembre 2018, par la création d'un comité. Donc, c'est l'ANSM, à la demande de la ministre de la Santé, en fait, qui a décidé de mettre en place cette réflexion. Parce qu'on avait une sollicitation forte de la part des patients et des professionnels de santé, également des autorités politiques. Et il y a eu une audition par Olivier Véran, qui à l'époque était rapporteur de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale également. Et bien sûr, pas l'expérimentation, mais la mise en place du cannabis est bien sûr effective dans de nombreux pays depuis certains plus de 20 ans. Il était nécessaire d'évaluer cette question indépendamment de celle de l'usage récréatif du cannabis. Ce qui fait qu'en fait, ce groupe de travail a été mis en place par la NSM en octobre 2018 sur une possible expérimentation du cannabis médical. Et alors pourquoi la NSM? Parce que la NSM, en fait, c'est l'autorité compétente sur les médicaments, les produits de santé, et c'est également en fait l'autorité compétente également sur les stupéfiants au niveau international. Et ce qui est important de dire, c'est que, de définir, c'est que les travaux du CSST, donc de ce comité, portent sur la plante de cannabis. On n'est pas sur des médicaments avec AMM, on n'est pas sur des médicaments sur ATU, on est vraiment sur le cannabis entier. Donc, lors de ces travaux, en fait, il a été auditionné pas mal de pays étrangers, hein, notamment le Canada, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, sur ce qui a été mis en place dans leur pays. Beaucoup de patients ont été auditionnés, les parties prenantes économiques également. Bien sûr, les sociétés savantes des différentes indications potentielles. Il y a eu des revues de la littérature qui ont été réalisées, bien sûr, par les différentes sociétés savantes. Et donc, à la suite de ces travaux, donc la conclusion, c'est qu'en fait, on manquait d'études contrôlées et rigoureuses pour évaluer formellement l'efficacité du cannabis thérapeutique. Mais c'est vrai que pour certaines situations, certains symptômes où il y a quand même certaines pathologies, en fait, on avait quand même un niveau de preuve qui pouvait être avancé et de dire en fait qu'on pouvait aller sur l'expérimentation du cannabis médical. Et bien sûr, toujours cette forte attente des professionnels de santé et des patients. Alors là, c'est le déroulé en fait depuis le début de l'expérimentation, enfin depuis la réflexion en fait qui a été mise en place par la NSM, donc avec les différentes étapes clés. Donc avec ce que je vous le disais en 2018, création du CST, décembre 2018, confirmation de la pertinence de l'usage médical du cannabis. Ensuite, en janvier,
On a initié, l'ANSM avec, donc toujours, c'est pareil, hein, toujours avec des groupes composés de patients, de professionnels de santé, a initié les travaux pour définir le cadre de l'expérimentation. Donc, afin en fait à la fois de sécuriser le circuit, également, bien sûr, les produits devaient répondre à des exigences de qualité. Alors, en juillet ont été définies les 5 indications, je reviendrai après dessus, et donc les conditions également de prescription et de délivrance. Et ça a été proposé par c'est toujours pareil, hein, on a un comité qui propose à l'ANSM et l'ANSM qui entérine les conclusions. En octobre 2019 a été créé un autre comité pour la mise en pratique vraiment la définition du cadre de l'expérimentation. Et en décembre, on a eu le feu vert de l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc pour démarrer l'expérimentation du cannabis médical. En octobre, et ça, comme je vous le disais tout à l'heure sur l'expérimentation en général, il a fallu en fait qu'on déroge à la loi sur le cannabis pour mettre en place l'expérimentation, dans la mesure où le cannabis est interdit, sa consommation, sa culture, sa vente, etc. Tout est interdit sur le cannabis. Donc il a fallu déroger à la loi. Et donc il y a eu un décret en Conseil d'État qui a défini et qui a mis en place l'expérimentation et qui l'a défini. Ensuite, je vous verrai après les différents éléments. Je crois que je me suis trompée de diapositive. Non, ça va. Et donc, en mars, alors, je fais résumer très rapidement, mais il a fallu donc mettre en place... Alors, oui, ce que disait le décret en Conseil d'État également, c'est que l'expérimentation devait commencer avant le 31 mars 2021, ce qui a été fait puisque l'expérimentation a démarré le 26 mars 2021. Donc, avant, il a fallu approvisionner bien sûr les pharmacies, définir plus précisément le circuit de prescription et de délivrance, définir qui prescrivait le cannabis médical, etc. Donc ça a été mis en place et l'expérimentation a effectivement commencé le 26 mars 2021 en présence d'Olivier Véran à Clermont-Ferrand. Rapidement, donc, comme je vous le disais, le cannabis est interdit en France et toutes les opérations qui concernent le cannabis sont interdites. Là, on a le détail: production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi, etc. Et donc, il y a les seules dérogations qui sont possibles pour le cannabis, c'est l'utilisation dans un cadre de recherche, c'est-à-dire qu'il a toujours été possible en France, de faire des essais cliniques avec du cannabis. Ce n'est pas quelque chose qui a été, justement, cette dérogation sert à ça aussi. Et la recherche sur le cannabis, en France en tous les cas, a toujours été possible, puisqu'en fait une dérogation est prévue là-dessus. Comme vous le savez aussi, le cannabis est autorisé dans le cadre de l'industrie. On est les premiers ou deuxièmes producteurs de chanvre industriel en France, hein, mais là on a on va dire des variétés de cannabis qui sont spécifiques et qui peuvent être cultivées pour justement fabriquer des produits d'isolation, des produits d'oisellerie, etc. Et le troisième cas de l'autorisation pour les médicaments contenant du cannabis, effectivement, c'est les autorisations de mise sur le marché. Donc actuellement en France, on a 2 AMM avec des principes actifs du cannabis, qui sont l'Epidiolex dans l'épilepsie, qui a été longtemps sous ATU et qui est disponible, et le Sativex, qui existe et dont l'AMM a été effectivement octroyée, mais qui n'est toujours pas mis sur le marché. Bon, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer, donc, dans le cadre de l'expérimentation, donc, il a fallu modifier la loi. Donc, on a eu la loi de financement de la sécurité sociale qui a permis la mise en place de l'expérimentation, et le décret donc, du 7 octobre 2020 au Conseil d'État qui a relatif à l'expérimentation du cannabis médical. À la suite de ça, il y a eu d'autres textes, et en particulier un arrêté qui a défini en fait les conditions, un arrêté qui va faire une quarantaine de pages, qui a défini en fait les conditions de qualité que devait avoir le cannabis médical. Et donc ça a permis à la NSM en fait de mettre en place un appel je ne vais pas dire un appel d'offres, parce que le cannabis médical est gratuit. Les fournisseurs le fournissent gratuitement dans le cadre de l'expérimentation. Donc c'était un appel à candidature pour les fournisseurs de cannabis médical en France. Également, il a fallu mettre en place un arrêté aussi pour mettre en place un registre de suivi des patients du cannabis médical.
Alors, quels sont les enjeux et les objectifs de l'expérimentation? Donc, comme je le disais, ce n'est pas un essai clinique. Et donc, c'est pour tester une nouvelle politique publique. Donc, le premier objectif, c'est évaluer la faisabilité du circuit de prescription et délivrance du cannabis médical en France. Mais par contre, dans la mesure en plus où les différents comités hébergés par la NSM étaient composés de médecins qui souhaitaient également aussi avoir, bien évidemment, des données sur l'efficacité, le risque du cannabis médical. Cette expérimentation, et grâce à un registre de suivi des patients, permet de recueillir un certain nombre de données d'efficacité pour chaque indication de l'expérimentation. Et également, donc, on a mis en place un suivi de pharmaco- et d'addictovigilance sur le cannabis médical. Et bien sûr, à terme, l'enjeu, c'est de déterminer si et comment le cannabis médical peut être généralisé. Alors, donc, pour qui cette expérimentation? Il a été défini qu'il y aurait 3000 patients qui seraient inclus, au maximum, qui seraient inclus et suivis pour l'expérimentation. Donc en file active, hein, ça c'est important, c'est-à-dire qu'un patient qui sort de l'expérimentation précocement peut être remplacé par un autre. Et seules 5 indications ont été retenues pour l'expérimentation. Donc ces 5 indications qui présentaient un niveau de preuve suffisant pour justement pour le cannabis thérapeutique, le cannabis médical, pardon. La première, donc, ce sont les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapeutiques accessibles, certaines formes d'épilepsie pharmacorésistante, certains symptômes rebelles en oncologie, les situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques, mais également des autres pathologies du système nerveux central. L'expérimentation, donc, elle a débuté le 26 mars et donc elle va s'achever 24 mois après, c'est-à-dire le 26 mars 2023. Le suivi des patients dans l'expérimentation, donc, il est fait par des professionnels de santé. Et j'en ai pas parlé avant, et c'était par contre un point très important de la mise en place de l'expérimentation, c'est que c'est les professionnels de santé, tous les professionnels de santé qui participent à l'expérimentation doivent suivre et valider une formation obligatoire. Également, les pharmaciens, pour délivrer le cannabis médical, doivent suivre et valider une formation obligatoire. Alors, les médicaments utilisés, ce sont des huiles, donc des huiles par voie orale. Et puis, depuis le mois d'août, on a également maintenant des fleurs, donc les sommités fleuries de cannabis médical, qui sont à vaporiser à l'aide d'un dispositif médical que la NSM également a sélectionné donc pour vaporiser les sommités fleuries. On est sur un stupéfiant pour le cannabis, donc on a la prescription qui se fait sur ordonnance sécurisée avec une durée maximale de 28 jours. Alors, ce qu'on a cherché à faire pour... Alors, c'est vrai que c'est écrit un peu... Non, ce qu'on a cherché à faire pour l'expérimentation, c'était bien sûr mettre en place cette expérimentation en la sécurisant le plus possible et en la contrôlant le plus possible. Donc, on a bien sûr défini des critères d'inclusion, des critères de non-inclusion pour chaque indication. Donc, ça, c'est la première chose. On a sécurisé la prescription. L'initiation du cannabis médical ne peut se faire que dans des centres de référence volontaires qui ont été définis, donc volontaires, et qui ont été... donc ça a été également vu avec les différentes sociétés savantes concernées. Et donc, on a uniquement participé à l'expérimentation uniquement des médecins et des pharmaciens, même des pharmacies à usage intérieur, des pharmacies hospitalières, volontaires, qui se sont montrés volontaires pour participer à l'expérimentation. Et donc, on a établi une liste de structures de référence volontaires qui est publiée sur le site de l'agence. Donc, une formation obligatoire pour tout le monde, ça c'est bien clair aussi. On a sécurisé le suivi des patients et pour ce faire, et c'était, alors il y a eu avant, on va dire, le registre baclofen, mais là en fait, la seule différence c'est que pour avoir du cannabis médical, un patient doit obligatoirement être inscrit dans un registre de suivi. Si le patient accepte de participer à l'expérimentation, cela veut dire qu'il accepte de rentrer dans le registre de suivi des patients. Le registre informatique a également été mis en place par la NSM. Par contre, donc il y a bien sûr un formulaire de consentement qui est rempli par le patient, qui est complètement éclairé sur sa décision. Et il y a également aussi une autorisation pour que le patient puisse
donner son numéro de sécurité sociale. Sécurisation de la délivrance, on l'a vu, ordonnance sécurisée, pharmacien formé, pharmacien d'officine et pharmacien hospitalier formé. Un point important, donc, c'est la sécurisation des médicaments utilisés pour l'expérimentation. Donc, comme on l'a vu, un arrêté a défini les spécifications, on va dire, de qualité des médicaments utilisés pour l'expérimentation. Et donc, l'ANSM, pour sélectionner les différents fournisseurs, a lancé donc un appel à candidature sur la base justement de ce cahier des charges qui a été publié au journal officiel. Et donc, ce cahier des charges qui précisait les caractéristiques des médicaments destinés à l'expérimentation, composition qualitative, quantitative, caractéristiques du produit, voilà. Les dossiers de candidature ont été analysés avec la vérification des critères de conformité, et donc, tous les produits retenus et tous les producteurs retenus devaient suivre ces spécifications. Un point également important, c'est que tous les médicaments utilisés dans le cadre de l'expérimentation actuellement, on a même, je dirais, serré un peu les vis concernant ces contrôles-là, tous les médicaments qui arrivent sur le sol français et qui sont dispensés aux patients sont contrôlés au préalable par les laboratoires de l'ANSM également, systématiquement, chaque lot qui arrive. Et bien sûr, à tout moment, l'ANSM peut également contrôler, faire des contrôles inopinés, contrôler aussi les industriels qui produisent le cannabis médical. J'ai presque fini. Donc on est aujourd'hui à 6 mois du début de l'expérimentation. Et alors, c'est un petit peu comme la VTO, tous les jours on regarde comment les patients arrivent dans l'expérimentation, ça c'est un point important. Donc là je vais faire un bilan, qui date d'une semaine, mais bien sûr on met à jour constamment les différents bilans, puisqu'en fait on a chaque jour la possibilité d'avoir toutes les données concernant l'expérimentation au niveau du registre. Comme je disais également, on a un suivi de l'expérimentation par un comité composé à la fois de professionnels de santé et de patients qui se réunit tous les mois à la NSM et qui fait le bilan avec des remontées d'expérience, etc. Donc ça c'est également très important de suivre l'expérimentation par ce biais-là, et ça permet aussi en fait d'adapter les choses. Parce que l'expérimentation, c'est pas on commence le 26 mars 2021, on arrête en 2023 et puis on attend, on fait rien du tout entre-temps. En fait, on adapte constamment depuis le début l'expérimentation justement pour correspondre au mieux aux besoins des patients et améliorer les choses. On communique aussi par mail d'une façon quasi quotidienne avec les professionnels de santé. Et également, on échange aussi avec les fournisseurs et les exploitants. Et récemment, on a fait au niveau de la NSM un webinaire avec 300 professionnels de santé inclus dans l'expérimentation pour voir un petit peu justement le ressenti et les axes d'amélioration. Alors voilà, donc ça c'est les... Je vois pas. C'était il y a 15 jours, on était à 848 patients et ce matin on est à 897 patients. Voilà, donc on a 848 patients qui étaient... je n'arrive plus à parler. C'est l'émotion des 900. Donc on est à 848 patients inclus depuis le début. Par contre, avec ces chiffres-là, on est à 680 patients qui sont suivis. C'est-à-dire qu'on a déjà des patients, bien sûr, et ça c'est normal, qui sont sortis de l'expérimentation. En raison d'effets secondaires ou également là je laisserai aussi peut-être Nicolas détailler les choses, mais en raison d'effets secondaires ou effectivement aussi d'un manque d'efficacité. Ça c'est des choses qui sont bien sûr, pour tout médicament c'est un peu la même chose. Alors ce qu'on voit c'est qu'au niveau des indications, on a les 3 indications majeures qui sont les plus représentatives dans l'expérimentation. La première, c'est les douleurs neuropathiques, c'est le nombre de patients le plus important dans l'expérimentation. Et ensuite, on a à niveau égal, et ça c'est comme ça depuis le début, l'épilepsie et la sclérose en plaques. Et par contre, on a les 3 autres indications, c'est-à-dire spasticité hors sclérose en plaques, oncologie et soins palliatifs, qui par contre il y a beaucoup moins de patients dans ces indications-là. On va voir les choses qu'on va mettre en place pour essayer de modifier ça. Comme on l'a vu, donc l'expérimentation, elle se fait avec des professionnels de santé qui sont formés. Donc en fait ici, alors vous avez là, ce sont les médecins généralistes formés et les pharmaciens d'officine qui sont formés. Alors ce qu'on voit dans l'expérimentation clairement, c'est qu'au niveau de la médecine générale, on
on va dire, un médecin généraliste donc, peut être inclus, mais c'est vrai qu'on a assez peu de patients pour l'instant qui ont désigné un médecin généraliste pour les suivre dans l'expérimentation. Alors que par contre, on a pratiquement la moitié des patients qui ont désigné un pharmacien d'officine pour les suivre pendant l'expérimentation. On voit qu'on a juste les deux premiers chiffres, 508 patients qui sont, médecins des structures de référence qui sont formés et 315 patients de pharmacie à usage intérieur. Voilà. Non, qui sont inscrits, pardon. Il y a un chiffre, une colonne pour inscrits, enfin, c'est pas très... inscrits formés, en fait. Voilà, c'est tout un système. D'abord, les professionnels s'inscrivent, ensuite, ils sont mis sur une plateforme de formation et ensuite, ils sont formés définitivement. C'est fini. On a donc 226 structures de référence qui sont engagées, avec 201 qui disposent d'au moins un pharmacien formé. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les structures de référence à ce stade n'ont pas encore inclus de patients. Donc ça, alors, il y a eu l'effet Covid aussi, hein, on peut pas... Ça fait un petit peu tarte à la crème de dire ça, mais en fait, il y a eu l'effet Covid aussi. C'est-à-dire que les médecins qui étaient inclus n'avaient pas forcément le temps d'inclure, parce que c'est vrai que ça prend du temps aussi, des patients dans l'expérimentation. On a adapté, comme je vous le disais, un certain nombre d'éléments depuis le début de l'expérimentation, avec justement des modifications du registre, notamment sur la pharmacovigilance, sur également un certain nombre d'éléments sur les conditionnements qui n'étaient pas mis, qui n'étaient pas assez détaillés. Ce qu'on a modifié aussi, c'est la formation. On l'a raccourci, parce qu'on a eu des retours comme quoi la formation était trop compliquée pour les professionnels de santé. On a diminué sa durée. On a également arrêté de faire des quotas par médecin et par centre de référence et par indication. C'est-à-dire que maintenant, des centres qui souhaitent inclure plus de patients que prévu au départ peuvent le faire. On a mis également en place des mesures éducationnelles pour les patients, parce qu'on a eu un certain nombre de problèmes de fuite de flacons qui étaient également liés à un défaut qualité, mais également liés aussi à des manipulations qui n'étaient pas forcément les meilleures par les patients. Donc on a mis en place ces procédures-là. Et on va modifier prochainement pour justement permettre une inclusion plus importante dans les indications soins palliatifs et cancérologie. On va certainement modifier les critères d'exclusion qu'on avait peut-être un peu trop restreints. C'est ma dernière diapositive. Et après l'expérimentation, donc c'est comme je le disais pour généraliser l'usage médical du cannabis, la possibilité d'évaluer d'autres indications après l'expérimentation, pas pendant l'expérimentation, mais on va commencer déjà à se pencher sur ces potentielles nouvelles indications. Comme vous le savez aussi, il y a l'avenir, c'est la création d'une filière de production française de cannabis médical. Donc ça, c'est pareil, les travaux aussi sont menés en parallèle. Et ensuite, bien sûr, les prochaines étapes, c'est l'évaluation de l'expérimentation. Donc ça, les choses sont mises en place et vont permettre la remise d'un rapport au gouvernement 6 mois avant la fin de l'expérimentation, comme c'est donc prévu par la loi. Et bien sûr, il faudra définir le statut du cannabis médical et les conditions de sa généralisation. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Finalement, 45 minutes, c'est assez court et c'est tant mieux. Hein. Tu nous as permis d'avoir la possibilité d'avoir la voix de la NSM et c'est utile et important. Je vous propose de donner la parole à Nicolas Authier sur une courte vignette clinique et laisser du temps pour échanger avec les experts. Voilà, ça, on fait comme ça, Nicolas ? Oui, on fait. Ça marche. À toi. On a perdu la souris. Qu'est-ce qu'elle a, la souris? Ben, je sais pas, il n'y a plus de souris. Voilà. Ah ouais, mais moi je l'ai pas. Attention, la ressource arrive. Ah, la ressource. La ressource arrive. Bon, moi, ce que je voulais faire très rapidement pour laisser un peu de temps aux questions, c'était juste vous présenter une petite vignette clinique qui n'est pas de la science, qui est juste de la clinique, c'est-à-dire quelque chose de très observationnel pour vous raconter un peu la trajectoire d'un patient que j'ai suivi parmi d'autres. Mais j'ai sélectionné un patient qui parle plus au monde de l'addictologie, parce que comme vous l'avez vu, les indications ne sont pas des indications ciblées sur des problématiques addictives. Néanmoins, j'ai sélectionné un patient qui nous parlera plus parce qu'il a par ailleurs une consommation de cannabis.
Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce patient-là. Bien sûr, j'aurais pu vous présenter une patiente chez qui ça n'a pas marché. J'aurais pu vous présenter une patiente aussi chez qui ça a exacerbé ses douleurs. Donc, donc ce que je vous montre là, c'est pas le résultat de l'expérimentation, c'est juste une histoire d'un patient. Voilà, c'est bon. Alors, c'est pas grave. Ok, voilà, donc je l'ai appelé de l'autothérapeutique au médical, parce que finalement c'est un patient qui est venu me voir, qui m'a demandé d'être inclus dans l'expérimentation, que je ne connaissais pas, qui certes consommait du cannabis, mais qui est surtout venu me voir parce qu'il avait une douleur neuropathique réfractaire. La voici, donc c'est un patient de 32 ans, qui est pâtissier, qui est en arrêt de travail depuis février 2020 et qui est en instance de divorce. Pour donner le contexte un peu, parce que ce n'est pas une situation très, très confortable en ce moment pour lui, depuis 2 ans. Il a une douleur neuropathique périphérique réfractaire, qui est une des indications de l'expérimentation, du membre supérieur droit, suite à un traumatisme de l'avant-bras et énorme au niveau de la main, avec 8 opérations chirurgicales et donc des douleurs, des lésions nerveuses importantes, plus les complications de la chirurgie, les 8 chirurgies qui sont venues exacerber ces douleurs neuropathiques. Cette douleur évolue depuis environ 11 années. Elle est évaluée à 8 sur 10 en termes d'intensité, elle est permanente. Et puis je vous l'ai décrit brièvement, c'est typiquement la douleur neuropathique, sensation de brûlure, d'écrasement, de coups de couteau, de décharge électrique, hypersensibilité au froid, des fourmillements, des picotements. Et tous ces symptômes-là sont tous évalués entre 8 et 10 en intensité par le patient, et ils sont quasi permanents. Par ailleurs, il y a un usage de cannabis qui existe depuis longtemps, qui existait avant cette douleur. Probablement parce qu'il y a un terrain anxieux aussi. Il y avait déjà probablement une dimension un peu autothérapeutique inconsciente de ce cannabis et puis d'autres effets recherchés. Et là, depuis 11 ans, clairement, il a remarqué à l'apparition de cette douleur que ça lui faisait du bien. Voilà, ça le soulageait globalement, quoi. Que sa qualité de vie s'améliorait, qu'il était un peu mieux, un peu mieux, on va dire pas plus, mais quand il consommait du cannabis. Il était quand même à 5 grammes par jour. Voilà, donc c'était une consommation importante. Il décrivait clairement qu'il fumait du matin au soir, et pas loin du soir au matin, mais pas loin, quoi. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Donc, par ailleurs, il avait des traitements. Par ailleurs, il avait quand même des traitements, en plus du cannabis. Voilà les traitements qu'il a essayés à gauche, et voilà les traitements avec lesquels je l'ai reçu à droite. Duloxétine, prégabaline, 2 traitements qui sont utilisés pour traiter les douleurs neuropathiques, seul ou en association. Il a eu par ailleurs des opioïdes, il n'en avait plus quand je l'ai reçu, mais avant il avait du tramadol à des posologies élevées. Et puis niancérine, bromazépam, ça a été mis en place par son médecin traitant, mais c'est plus pour essayer d'améliorer son sommeil, en fait. Ça avait été mis en place après un essai de mirtazapine. Et puis il a essayé le CBD aussi, il a fumé des fleurs de CBD pour voir ce que ça donnait, avec un effet très, très, très modéré d'après lui. Pourcentage d'amélioration de sa douleur par les traitements, estimé à 20% par le patient. C'est un patient qui voit un médecin traitant, un médecin de la douleur, un neurochirurgien et un psychiatre. Alors voilà, à T0, quand je l'ai reçu, voilà sa description, une douleur très forte, d'intensité 8 sur 10, niveau de dépression sur 21 à l'HADS, 18 sur 21, 15 sur 21 en anxiété, état de santé évalué sur 100, état de santé global, qui est issu d'une échelle qui s'appelle le Q5D, évalué à 35 sur 100, donc c'est pas terrible, hein, 100 étant la meilleure des santé qu'on puisse imaginer avoir. Et puis cannabis fumé, 5 grammes par jour. Je lui fais une ordonnance que vous avez ici, ça va passer très vite, hein. Je suis désolé, mais il n'y a pas de protection, mais juste pour vous montrer comment on a fait la titration, on a commencé par prescrire du CBD. Donc une huile de CBD, avec très peu de THC. Et là, vous avez un exemple, c'est un exemple, hein, on peut faire un peu différemment, c'est un exemple de titration pour augmenter progressivement cette huile de CBD, pour aboutir à une première posologie qui est à 2 fois 40 mg en 2 prises matin et soir, par voie orale, donc, hein, ingérée. Le résultat, au bout d'un mois, avec cette huile à 80 mg, la douleur est toujours aussi forte, l'intensité est comparable. Le patient, le PGIC, c'est l'impression de changement global du patient. Il trouve qu'il y a peut-être une légère amélioration. Bon, moi, je l'ai coté en dessous absente parce que ce n'était pas évident. Pour moi, ce n'était pas très simple à dire. Mais lui, il trouvait peut-être qu'il y avait peut-être une légère amélioration. Je me méfie toujours un peu de ça parce que parfois, les patients veulent nous faire plaisir aussi. Et ils ne veulent pas nous décevoir. J'en ai eu comme ça, dont une qui me disait « je n'osais pas vous dire que ça ne marchait pas ». Ouais, mais finalement, il faut les rechercher parce que c'est embêtant quand même, cette situation-là. Dépression toujours à 15, anxiété un peu diminuée. Il est passé à 11 au lieu de 15. L'état de santé, 40, on va dire qu'il n'y a pas de différence. Et il commence à me dire qu'il semblerait qu'il fume un peu moins. On ne l'a pas quantifié exactement parce qu'on ne s'amuse pas à peser, on ne tient pas un agenda, mais il dit peut-être que je consomme un peu moins effectivement de cannabis. Bon, peut-être qu'il est un peu moins anxieux, peut-être qu'il est un peu moins stressé. Je lui fais une deuxième ordonnance. Je continue d'augmenter le CBD. On était à 80 par jour.
je vais monter jusqu'à 120 mg par jour en 2 prises, 60, 60. Ce pas des posologies très élevées hein, de CBD. On peut monter jusqu'à 1200 mg par jour pour l'épilepsie. Et je commence à ajouter au bout de 14 jours, donc à partir de la 6e semaine, une huile pure, THC, avec très peu de CBD, à 25 mg/l de THC. Donc la titration en CBD ensuite est prolongée par une titration en THC. L'objectif étant de rechercher le meilleur ratio entre ces deux substances, puisqu'on ne maîtrise pas les autres substances qui sont à l'intérieur. Donc on cherche le meilleur ratio entre ces deux substances. Qu'est-ce qu'on obtient? Une douleur qui est qualifiée de modérée par le patient, une intensité à 7, une amélioration légère pour le médecin ou pour le patient, et puis un état de santé qui semble un peu s'améliorer, une diminution du cannabis. Je lui represcris encore une ordonnance avec de l'huile de THC que je continue d'augmenter. On était à 10 mg de THC par jour, et là, je vais l'amener, je crois, à 30 mg par jour. Oui, 30 mg par jour. Le CBD, je stabilise, toujours 120 mg par jour. Et voilà, on a une douleur qui est toujours modérée, mais une intensité qui est passée à 3. Un patient qui dit clairement qu'il est fortement amélioré, et ça se voit cliniquement, ça se voit quand il arrive à la consultation, il y a un changement. Il y a un changement dans sa manière de marcher, il y a un changement dans sa manière de se tenir, de s'exprimer, il y a un véritable changement. Le niveau de son humeur s'améliore, l'anxiété aussi, malgré toutes les difficultés personnelles qu'il a, parce que le divorce se passe mal, très mal même. Son état de santé aussi semble s'améliorer, et on a une diminution à 2 grammes par semaine de consommation de cannabis, au lieu de 5 grammes par jour. Donc on a basculé, il y avait bien probablement une partie de son usage qui était autothérapeutique. 100%, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une partie. Voilà. Et donc là, je continue un peu d'augmenter la posologie de THC pour aller à 40 mg par jour, tout en maintenant les 120 mg de CBD. Et on se retrouve finalement à cet état actuel. Donc c'était mardi. Donc c'était mardi, il y a 2 jours. Voilà, où je l'ai revu. Et il était à 120 et 40 de THC, 120 de CBD. Une amélioration notable de son état clinique du point de vue de la douleur, mais aussi de tout ce qui est le cortège autour de la douleur chronique, c'est-à-dire toute la souffrance psychique associée. Il a des améliorations. Son sommeil s'est amélioré, je ne vous l'ai pas mis là. Il a beaucoup plus d'énergie. Et il me dit que le traitement qu'il prend à base de cannabis est plus efficace que le cannabis qu'il consommait par ailleurs avant. Il me dit, c'est pas pareil. D'ailleurs, il est mieux là, alors que quand je l'ai vu, il consommait déjà 5 grammes de cannabis. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a peut-être accompagnement, vous me direz, mais ça ne suffit pas, probablement. Le produit n'est pas tout à fait la même chose. Et puis là, il est stabilisé. Et donc, je lui prescris une dernière ordonnance, et je vais m'arrêter là, où là, vous avez l'ordonnance avec ceinture, bretelle et tout le reste. Huile de THC, 40 mg par jour. Huile de CBD, 120 mg par jour. Et j'ai commencé les fleurs. Donc, je lui ai prescrit des fleurs séchées à vaporiser. Donc, je lui ai prescrit un vaporisateur tout en bas. Et j'ai commencé à lui prescrire des fleurs, un sachet de 10 grammes de fleurs, avec toute une procédure. Et là, vous ne voyez pas tout. Je lui ai donné aussi un mini-guide pour expliquer la stratégie et les objectifs en consommant les fleurs. Et donc, il va consommer, parce qu'il y a certains moments dans la journée quand même où il y a des pics. Il y a des pics douloureux qui sont très, 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 très forts. Et on va essayer à ce moment-là de rajouter ponctuellement de la vaporisation de fleurs. Ponctuellement, ce n'est pas fait pour être permanent. Dernière diapo. Donc voilà, l'impression qu'on a quand même, c'est que ce cannabis médical qu'on expérimente, parce qu'on ne sait pas bien encore comment faire, et puis on a beau dire que depuis longtemps tout le monde le fait ailleurs, ils ne le font pas guère mieux que nous en termes de stratégie en fait, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherche, il n'y a pas eu tant de recherche que ça si adossé à ces légalisations dans les différents pays. Mélange complexe de substances qui va traiter le patient dans sa globalité, ça ne traite pas forcément la douleur, et probablement que dans le domaine de la douleur chronique, finalement, nous, quand on soigne un patient douloureux chronique, on ne s'intéresse quasiment plus à sa douleur, parce qu'on sait qu'on ne va pas réussir à la supprimer. Souvent, c'est ça. Et donc, on s'intéresse à tout le reste autour. Et le cannabis, il a probablement un effet assez global sur le patient. Et donc, on traite un patient qui souffre de douleur plutôt qu'une douleur elle-même. Il n'y a pas de posologie prédéterminée, comme vous le voyez, donc on monte un peu de CBD, on commence par le CBD, puis après on rajoute du THC et on va chercher ce ratio qui présente la meilleure balance bénéfice-risque. Au bout de 2 mois et demi, 3 mois, normalement, on sait si ça marche ou pas. Et donc on l'arrête, si on considère que ça ne marche pas, évidemment, il ne faut pas traîner et faire comme on le fait trop souvent avec les opioïdes et se retrouver avec des gens qui ont du tramadol ou de l'oxycodone pendant 5 ou 10 ans alors qu'ils ont très mal. Voilà, je m'arrête là, merci. Bravo. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous. Alors on va aller sur l'échange, mais je vais d'emblée, puisque tu as eu l'intelligence de nous proposer une vignette clinique, je pense que c'est très important. Hein.
on est sur vraiment l'application réelle. Lorsqu'on voit la manière avec laquelle, je me pose la manière avec laquelle tu as géré ton patient, on a vu que tu avais mis du CBD, puis tu as commencé à augmenter plutôt le THC que le CBD, parce qu'à un moment donné, on a bien vu tu avais fixé à 120, puis tu es passé à 10, 30, 40. Et ensuite, dernière ordonnance, tu as mis des fleurs séchées. Et lorsqu'on voit les critères d'évaluation des items, la première amélioration, c'est une amélioration subjective, puisqu'ils se sentaient moins anxieux, un peu moins déprimés, et avec du CBD. Et puis, l'amélioration de la douleur, objectivement, est arrivée automatiquement, de manière parallèle, avec l'augmentation de la titration du THC. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion? Alors, évidemment, c'est provocateur de ma part. Est-ce que l'effet d'amélioration psychologique est peut-être attribué au CBD et l'amélioration, en gros, de la douleur peut être attribuée au THC, ou bien un meilleur ratio THC-CBD? Ouais, aucune conclusion à tirer, puisque finalement, il y a une grande part d'empirisme quand même là-dedans. Pourquoi je me suis arrêté à 120 en CBD? Pourquoi je ne suis pas monté à 200, à 400? On peut monter à plus de 40. On a des patients qui sont montés à 80 en THC aussi, alors qu'il ne fallait pas le déplacer normalement, mais il ne faut pas le dire à l'agence du médicament. Ils ne sont pas là, c'est bon. Mais c'est très très variable d'un individu à l'autre, très très variable, y compris chez les gens qui n'en ont pas consommé. Donc vraiment, je qualifie souvent ça d'une médecine expérimentale. C'est pas pour démonter le projet du tout. C'est que vraiment, c'est l'impression qu'on a quand on est sur le terrain et qu'on est face aux patients. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut le savoir et il faut prendre le temps justement d'aller chercher ces ratios. Peut-être que si je vous présente ce cas-là dans 6 mois, j'aurai encore modulé les choses. J'aurai peut-être monté du CBD un peu plus. J'en sais rien. Après, il faut savoir qu'il y a des effets indésirables. Ça existe aussi. Et il n'en a pas eu beaucoup. Il a eu des troubles digestifs, notamment des diarrhées. Et ça, c'est assez caractéristique avec le CBD. Ou de la médecine personnalisée. Oui, ça revient un peu sur la médecine. Absolument. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Très bien. Pierre Vie. Merci, Amine. Donc, j'aurai 2 questions, une chacun. Nicolas, je ne comprends pas très bien le CBD, honnêtement. Hein. Parce que donc, si on va vers une expérimentation du cannabis thérapeutique, CBD, dans le cannabis, il y en a très peu. Donc, quand on commence, et le CBD, exactement qu'est-ce qu'il fait, et surtout où il agit, on en sait très peu. Paradoxalement, je trouve que le CBD, c'est un composé beaucoup plus à risque que le THC, parce qu'au moins le THC, on connaît très bien comment ça marche, les effets qu'il a sur le cerveau. Donc, pourquoi, en fait, faire... je sais que JW, avec son médicament, a essayé de vendre l'idée qu'il faut 50-50 de CBD, 50 de THC, mais c'est complètement, il n'y a aucun fondement scientifique sur ça. Donc, pourquoi vous compliquez la vie? C'est ça, en fait, la question. En mettant un truc qui est sûrement actif, mais qu'on ne sait pas exactement comment ça marche, que c'est le CBD, alors que, surtout pour les douleurs chroniques, vous avez le THC, qui est une molécule qui a des effets indésirables, certes, je suis bien placé pour les savoir, mais qui a plus de chances, je pense, d'avoir des effets thérapeutiques. Donc, pourquoi ce mélange de CBD Ouais. Alors, pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe dans pas mal de pays qui ont fait avant nous ce type de cannabis à usage médical. Et avant de commencer, nous, on ne savait pas comment faire, donc on s'est renseigné auprès des autres pays qui nous ont dit, nous, on commence plutôt comme ça. Alors peut-être qu'il y a une crainte, peut-être qu'il y a une appréhension à ne pas vouloir mettre de THC, inconsciente, hein, j'en sais rien, tu vois, je ne sais pas, je ne vais pas analyser pourquoi ils ont fait comme ça. Toujours est-il que c'est la stratégie qui a été proposée par les experts étrangers qui ont été auditionnés, qui nous ont dit, il y a de l'empirisme, on est d'accord? Je ne peux pas te dire pourquoi. Ok, d'accord. Après, juste très court, Madame Richard. Donc, on fait c'est très bien ce qu'on fait en France, c'est super. Donc, l'idée, quand même, à un moment donné, c'est d'avoir un statut légal du cannabis médical. J'ai une question, quel va être le statut du cannabis médical? Parce que dans beaucoup de pays, ça pose quand même un gros problème d'avoir un truc qui est médical, qui a des effets indésirables. Et si vous voulez développer quelque chose qui est capable de diminuer les effets indésirables, vous ne pouvez pas, parce que le cannabis médical n'a pas un statut de médicament. Oui. Oh bah non, je ne sais pas, mais en tous les cas... Non, mais en fait, effectivement, il n'y a pas de statut pour le cannabis médical, mais tous les pays sont pareils, hein, c'est-à-dire qu'on est d'accord que la France n'est pas un cas particulier. Hein.
Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas actuellement de statut du cannabis médical. On n'est pas sur un médicament avec un bénéfice-risque qui est évalué d'une façon formelle. On le sera pas sur le cannabis médical. Mais après, voilà, je pense que par contre, la deuxième partie de votre question, enfin, il y a chose qui n'est... Oui, d'accord. Je ne peux pas répondre, effectivement, je ne peux pas répondre à cette question. La suite aux prochaines éditions. On a dépassé le temps, mais je vais prendre quelques questions et je m'excuse déjà pour la session d'après. Allez-y. Oui, merci. Fred Schenk, je suis président fondateur de l'association TDH Partout Pareil. Un quart d'heure. Oui, je suis président fondateur de l'association TDH Partout Pareil. Je voudrais effectivement poser une question à Madame Richard. Merci pour votre présentation. Vous insistez bien sur le fait qu'en fait, il n'y a pas question d'un essai clinique, une forme d'expérimentation. Pour le grand public, je pense que ce n'est pas forcément si clair que ça. Pour vous expliquer, on en parle bien de nos groupes Facebook, par exemple. Il y a beaucoup de parents qui estiment que puisqu'effectivement le CBD, en fait, le cannabis médical existe et que c'est en fait, ils en concluent qu'en fait que c'est déjà autorisé et tout ça, ou confirmé, que les parents même envisagent ou font même déjà, en fait, donnent de l'huile de CBD en libre vente à leurs enfants pour le TDAH. Donc, je voudrais bien votre avis là-dessus et aussi la question, est-ce que la ANSM prévoit, par exemple, de faire des communications plus larges pour le grand public? Alors, oui, communication... Je peux répondre? Non. Communication plus large pour le grand public, on est bien d'accord que ça manque. Ça, c'est clair qu'il faut bien sûr communiquer d'une façon beaucoup plus large pour le grand public. Alors, c'est vrai que pour le TDAH, on n'a pas l'indication qui a été retenue pour le cannabis médical. C'est vrai que le danger des parents qui mettent leurs enfants sous CBD dans ce cadre-là, c'est le danger aussi. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce CBD qui circule et qui est vendu n'importe où. On est bien d'accord là-dessus. Il y a des travaux aussi qui sont faits par rapport au contrôle de ces produits-là. Voilà, ça c'est le danger. C'est vrai que par contre, au niveau de l'indication, des nouvelles indications qui vont pouvoir être mises en place, c'est ce qu'on va mettre en place vers la fin de l'année, c'est-à-dire des auditions des professionnels de santé, des patients, des associations de patients, pour, le cas échéant, élargir après la fin de l'expérimentation à d'autres indications, dont celle-là possiblement. Donc voilà, donc ça va être mis en place après. Ok, merci. Dernière question, courte, si vous pouvez, devant. Merci bien. Bonjour, Simon Diget, je suis psychiatre addicto. Alors ma question concerne l'expérimentation. L'expérimentation, effectivement, elle ne porte pas sur spécialement une population de personnes addictes. Est-ce que néanmoins les gens qui ont une histoire d'addiction sont exclus de l'expérimentation ou pas? Alors je vois déjà que c'est non. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à l'issue de l'expérimentation à avoir des données sur des effectifs qui sont quand même manifestement intéressants sur l'usage du cannabis sur une population addicte, quitte à ce qu'il y ait une confusion avec de l'automédication? Alors, juste par rapport à ça, non, ce n'est pas une contre-indication en tout le cas pour l'expérimentation. Alors, quand on a mis en place le registre, on a demandé à qui pour le registre? On a demandé à la CNIL. Et la CNIL, en fait, a souhaité que ne figurent pas dans le registre des éléments qui pouvaient justement indiquer une consommation on va dire la sécurité des patients, une consommation, on va dire, illicite de cannabis. Donc ces éléments n'ont pas été recueillis dans le cadre du registre. Un mot, un dernier mot? C'est tellement tabou, les drogues, qu'on ne peut même plus les recueillir dans un registre de... Absolument. Et donc, malheureusement, on n'aura pas cette donnée-là, sauf si nous, on la recueille dans nos dossiers patients. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Nicolas. On vous applaudit. Merci bien.